Actuellement, dans une crise surtout aussi du confort. Tout est trop confortable aujourd'hui. On n'a Ouais. plus de défis, plus de challenge, on a un frigo qui est constamment plein. Est-ce que cette crise de sens, du coup, les gens essayent de se réfugier dans des objectifs comme faire des Ironman? Je pense qu'il y a une vraie volonté en fait de reprendre sa dose d'inconfort que le corps réclame, mine de rien. Parce que c'est par l'inconfort que le corps progresse et croît. Je m'appelle Jérémy Coron. J'ai simplement créé une méthode de productivité par laquelle mon but il est simple, c'est de replacer l'être humain au centre de l'équation. Et surtout avoir l'intelligence du corps de savoir s'écouter aussi, vraiment se respecter. Aujourd'hui j'ai mal dormi, donc j'adapte en conséquence ma séance de VO2 max, etc. Et le problème avec l'endurance en plus, c'est la production accrue d'endorphines qui viennent te shooter littéralement durant la course. Si ton but demain c'est de devenir un numéro 1 en triathlon, bah t'as meilleur temps effectivement d'adapter précisément tes entraînements à ton chronotype. Donc le café déjà effectivement maintenant il est de plus en plus admis comme quoi le consommer au réveil n'est pas une bonne stratégie. En fait c'est comme si ton téléphone était chargé à 100%. Prendre du café c'est vouloir le rebrancher pour atteindre les 110%, ça marche pas. Pour en fait les 2 dernières heures du marathon, du coup après l'Ironman, je vais prendre 2 gels de caféine. Effectivement prendre un café peut être intéressant pour redonner un coup de boost, mais si on a encore un train de courir, quand la caféine commence à chuter, là ça peut être délétère. Comment est-ce que vous pouvez optimiser votre temps disponible quand vous êtes en prépa Ironman? Parce qu'on sait que dans une journée, il n'y a que 24 heures et que entre les entraînements, la vie de famille, les amis, le travail, tout ça, c'est vraiment des choses qui prennent énormément de temps. Et on va voir que c'est beaucoup plus simple que prévu d'arriver à organiser tout ça et arriver à donner du temps à tout le monde. Aujourd'hui, on reçoit Jérémy Coron, qui est un expert de la productivité. Bonjour Jérémy, comment vas-tu? Bonjour Amric, je vais très bien. Merci pour l'invitation. Bah, de rien, moi, c'est un plaisir de t'accueillir sur le podcast. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pour les gens qui ne te connaissent pas? Et après, on commence sur la question. Alors pour faire simple et court, hein, l'idée n'est pas de faire mon biopic pardon, ici évidemment. En fait, j'ai simplement créé une méthode de productivité que j'appelle l'approche neuroproductivité, par laquelle mon but il est simple, c'est de replacer l'être humain au centre de l'équation de la productivité. Je tire ça d'un constat qui est simple, en fait, c'est qu'aujourd'hui les gens qui parlent de productivité misent tout sur les outils, sur Notion, sur Trello, les templates, les méthodes un peu complexes telles que GTD, j'en passe, sans jamais s'intéresser à l'humain qui est derrière, sans jamais s'intéresser à son sommeil, son alimentation, la gestion de ses compétences cognitives. Donc tout mon but avec cette approche-là, simplement, c'est de venir à mon niveau replacer l'humain, l'optimisation de l'humain, avant de mettre en place des outils pour potentiellement l'aider à être plus productif. Car je pars du postulat, encore une fois, que si l'humain qui est derrière l'outil n'est pas efficace et fatigué, jamais l'outil pourra compenser cela. En quelques mots, c'est ça mon approche aujourd'hui. Ok, d'accord, bah, super, ça fait déjà une belle introduction. Parce que pour remettre un peu de contexte, nous, avec mon grand frère et ma grande sœur, on prépare un Ironman. Et en fait, quand on a commencé à s'entraîner, en fait, on s'est vite rendu compte que le plus dur, ça serait pas la compétition. En fait, c'est vraiment toute la préparation et du coup, toute l'organisation pour se préparer. Du coup, ma première question, Jérémy, c'est imaginons qu'il y a un triathlète qui veuille se lancer dans une préparation Ironman ou un athlète ou dans une préparation marathon. C'est quoi les étapes qu'il devra suivre pour se lancer dans cet objectif? Par où il commence? Est-ce qu'il doit d'abord choisir son objectif, déjà définir son objectif? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus, les étapes qu'il pourrait avoir? Ouais, super intéressant. C'est vrai que l'angle de l'objectif est déjà très pertinent. Pourquoi tu le fais toi déjà? Pourquoi est-ce que tu veux préparer? C'est une question qui t'a fait autant faire, je pense, en mode étude de cas. Qu'est-ce qui te pousse toi à te dire ok, je veux courir un Ironman? C'est un défi personnel, c'est pour prouver quelque chose, c'est pour te prouver quelque chose à toi? Bah, moi, il y a plusieurs trucs. C'est d'abord parce que je trouve que c'est un truc où tu te dépasses, du coup, tu te Mhm. montres que c'est possible de faire un défi extrême. Et en plus, en fait, pouvoir aussi partager cette aventure à travers la chaîne YouTube. Et ça permettait de faire un gros défi pour pouvoir, en fait, montrer aux gens que c'est possible. Aussi la transmission et montrer l'exemple aux gens qu'on peut tout faire en partant de zéro. Moi, c'était ça les deux choses. Super. En effet, il y a un élément très intéressant que tu as abordé, on va dire, en filigrane. C'est l'importance déjà de la partie émotionnelle dans la fixation des objectifs.
Moi, je viens initialement du monde de l'entreprise, j'ai un master 2 en ressources humaines et on m'a suriné, je pense, depuis le BTS, comme quoi un objectif efficacement rédigé, efficacement pensé, efficacement écrit doit correspondre à l'acronyme SMART, que tu connais, je pense, Ouais. potentiellement, Ouais. avec spécifique, mesurable, atteignable, réalisable et temporel. Il y a aussi la méthode Smarter qui rajoute 2 lettres qui correspondent à je sais plus trop quoi, peu importe. C'est bien sympa, sauf que on le sait depuis les travaux notamment de Daniel Kahneman, un psychologue de base qui a eu le prix Nobel d'économie, comme quoi l'être humain ne répond pas tant à la rationalité, SMART étant une approche très rationnelle, encore une fois spécifique, mesurable, atteignable, réalisable, temporelle, ce sont que des éléments dénués d'émotion. Et donc, Kahneman a démontré comme quoi l'être humain répond avant tout à l'émotionnel, que c'est l'émotionnel qui meut tout simplement un être humain, qui le place dans le mouvement, dans l'action, et qu'il vient justifier par la suite son agissement par des éléments rationnels. Ça, on le sait très bien en marketing notamment, hein. Un bon vendeur de voitures ne parle pas de caractéristiques, il parle de bénéfices. Ou potentiellement, il complète l'un avec l'autre. C'est potentiellement le coffre fait X centaines de litres, ce qui permettra de partir facilement en vacances. Rationnel, émotionnel. La voiture va de 0 à 100 en temps de secondes, ce qui permettra de doubler les gens facilement sur l'autoroute. Rationnel, émotionnel. Et en effet, quand on se limite à un objectif 100% smart, on se fait l'économie malheureusement du plus important, à savoir l'émotionnel. Et toi, tu as commencé à le mentionner, pas en profondeur parce que j'ai pas, on va dire, creuser le sujet avec toi, mais tu as une dimension émotionnelle. C'est je veux y arriver, je veux documenter, je veux partager. C'est pas simplement je veux faire tel temps parce que je veux le faire et parce que je veux le prouver à telle personne. C'est vraiment une dimension émotionnelle en plus. Donc une personne qui veut se lancer un défi tel que celui-ci que toi tu embrasses actuellement, je lui recommanderais avant toute chose de voir le pourquoi il veut le faire. Quel sens tout simplement ça active chez lui. Vraiment cette notion très profonde du ok, je veux accomplir un marathon. Pour quelle raison encore une fois? Est-ce que c'est déjà pour moi, pour les autres? Qu'est-ce que ça vient chercher chez moi? Je vais prendre mon cas personnel. J'ai couru, je crois que c'était en mai dernier, une Spartan Race de 21 km. Sachant que j'ai arrêté de faire de la course à pied depuis que j'ai arrêté le rugby. Donc, quand j'avais une vingtaine d'années, je crois, j'ai actuellement 33 ans. J'ai quasiment passé 10 ans sans courir et j'ai fait la Spartan sans préparation. Donc, zéro préparation, quelques bornes par-ci par-là, mais pas plus de 6 km en moyenne. Aucune connaissance des obstacles, rien du tout. Pour te dire, hein, je me suis carrément enregistré sur la Spartan la veille au soir parce que je ne sais même pas qu'il fallait s'enregistrer avant de partir. Et mon pourquoi, l'idée où, simplement, l'idée double déjà pour commencer, mes enfants. Parce que je veux me dire, ok, papa peut faire ça. Et aussi pour incarner le message que je dis à mon niveau, dans mes contenus. Cette notion, encore une fois, comme quoi l'être humain prévaut sur les outils. Et donc, naturellement, prêchant constamment ces notions de sport, ces notions d'alimentation, ces notions de mouvement, je voulais incarner davantage, on va dire publiquement, par des photos, par l'expérience, par des retours, le message que je donnais. Donc là, c'est de l'émotionnel à 100%. Ouais. Donc voilà le pourquoi du comment. Il faut effectivement déjà se questionner sur l'émotionnel. Ok. Qui pour moi, vraiment, est le plus important. C'est le moteur qui te fera avancer derrière. Et il n'y a pas forcément de bonne motivation ou de mauvaise motivation. C'est tes motivations parce que souvent, il y a des personnes qui veulent prouver des choses à quelqu'un et qui se cachent derrière quelque chose de très rationnel et qui disent juste j'ai envie d'accomplir ce temps-là. Mais en fait, il faut dire aux gens que même si tu veux prouver quelque chose à quelqu'un, c'est ton objectif, c'est ton moteur, c'est quand même une motivation et bonne ou mauvaise, c'est pas grave, c'est ta motivation. Faut pas que ça reste à long terme parce que c'est quelque chose qui peut te ronger de l'intérieur, mais ça peut être une bonne première motivation. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, ça peut, comme tu l'as dit, en être une très bonne au départ, mais qui trouve ses limites, mine de rien, dans la durée. Déjà, la nuance que j'apporterai ici, c'est le fait que si cette motivation vient potentiellement engendrer des risques pour toi, par exemple, je vais à tout prix battre cette personne sur un marathon, quitte à me blesser, là, ça devient plus délétère que positif. L'autre élément par lequel j'apporterai une nuance, c'est la notion simplement d'intrinsèque versus extrinsèque. En effet, une motivation qui est profonde, qui est durable, répond à des besoins qui sont personnels, donc intrinsèques, qui vient de l'intérieur. Versus la motivation extrinsèque, c'est je fais ça pour quelqu'un d'autre. Soit pour l'impressionner, soit parce que cela m'a été demandé par quelqu'un d'autre. Le cas du travail est le plus parlant. On travaille parce qu'un patron nous a demandé de faire telle chose ou telle chose. Sauf qu'on traverse littéralement dans le monde de l'entreprise aujourd'hui une crise de sens. Les gens sont démotivés,
Les gens font plus du présentéisme que de la productivité. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas motivés intrinsèquement dans les tâches et missions qui leur sont confiées. Parce qu'il n'y a pas cette notion, encore une fois, qu'on a pu mentionner précédemment, d'émotionnel. L'entreprise est rationnelle. Moi, effectivement, que le salaire d'entreprise croisse, qu'est-ce que ça m'apporte? Rien du tout. J'ai aucun bénéfice. C'est une des raisons pour lesquelles, quand j'accompagne des gens qui sont en entreprise, vraiment, un des premiers travaux que je leur fais faire, c'est de trouver la dimension intrinsèque dans les tâches qui sont extrinsèquement, on va dire, imposées à eux. Qu'est-ce que toi, ça peut t'apporter en termes d'autonomie, en termes potentiellement de récompense, de gratification. Donc, tu peux effectivement avoir comme motivation le fait, entre guillemets, de dominer une tierce personne, mais ce sera encore plus puissant et plus présent chez toi si jamais tu viens la compléter par, OK, certes, je la domine, mais qu'est-ce que moi, ça m'apporte de la dominer concrètement et personnellement? Ok, il faut aligner vraiment les motivations intrinsèques et extrinsèques, C'est ça. ce qui est au fond de toi, et aussi si tu veux prouver quelque chose à quelqu'un, il faut vraiment aligner ces deux trucs. Mais tu as parlé de crise de sens aussi. Dans le monde de l'entreprise, il n'y a pas des crises de sens que dans le monde de l'entreprise, il y en a un peu de partout. Ça me fait penser à une question comme ça. Pour parler de crise de sens, si les gens veulent aller lire le livre de Sébastien Boller sur où est le sens et le bug humain, ça parle beaucoup de ça. Et c'est vraiment super intéressant. Moi, c'est un livre que je conseille à beaucoup de personnes. Est-ce que cette crise de sens, du coup, les gens essayent de se réfugier, par exemple, dans des objectifs comme faire des Ironman? Est-ce qu'ils essayent de retrouver du sens dans des gros objectifs comme ça pour se sentir un peu vivre, pour tu vois, peut-être essayer en fait de réussir à accomplir quelque chose parce qu'en fait ils savent plus quoi faire. C'est une très bonne question que je me suis jamais posée. Une question qui me vient naturellement à l'esprit, c'est est-ce que ces gens feraient ça s'il n'y avait pas des réseaux sociaux derrière? C'est terrible à dire, mais on voit l'avènement actuellement de l'Aerox qui fonctionne très très bien. Un des éléments qui a popularisé effectivement cette discipline, ce sont les petites photos finisher à la fin qui passent très bien sur les réseaux avec ton temps. Et en plus, tu peux te comparer aux autres. Mais je pense en fait, et c'est même plus une certitude qu'une croyance ici, qu'on est actuellement, certes, dans une société qui manque de sens. Tu l'as mentionné, je pense que la fin de la religion a causé beaucoup de tort par rapport à ça. Non pas que je sois religieux, prosélyte par rapport à ça, pas du tout, mais je pense qu'avant, les gens avaient plus de sens en croyant justement à une vie après la mort. Ça donne sens par rapport à tes actions actuelles. Si jamais tu te dis, OK, si jamais j'agis mal, potentiellement, c'est l'enfer qui m'attend. Naturellement, tu as plus de sens derrière, en fait, à vouloir bien agir. Mais tout ça pour dire que, actuellement, dans une crise, surtout aussi du confort. Tout est trop confortable aujourd'hui. On n'a plus de défis, plus de challenge, on a un frigo qui est constamment plein. Pour ceux qui habitent en métropole, on a de la livraison de nourriture à domicile. On peut littéralement, en fait, aujourd'hui, tout faire depuis chez soi sans avoir à bouger de son bureau, de son lit ou de son canapé. Et je pense qu'il y a une vraie volonté, en fait, de reprendre sa dose d'inconfort que le corps réclame, mine de rien, parce que c'est par l'inconfort que le corps progresse et croît. En effet, il y a un principe assez connu, le principe de l'hormèse, notamment très popularisé en francophonie par mon très bon ami Pierre Dufraisse, dont je le livre pas très loin d'ailleurs, juste là, à portée de main. Le principe de l'hormèse qui fait que tout corps a tendance à se renforcer face à un stress qui est adapté. L'expression la plus commune de l'hormèse, simplement, c'est la prise de masse musculaire. Tu viens exposer ton corps à un inconfort, qui est le fait de soulever une charge ou potentiellement soulever ton poids de corps, face à la gravité, on va dire, ce qui vient créer des déchirures musculaires et par un mécanisme appelé l'hypertrophie, tes muscles viennent croître. Mais s'ils croissent, c'est qu'il y a une raison derrière. En effet, la croissance musculaire, ce n'est pas un élément qui est neutre. Ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de ressources. Ça mobilise une grande partie, effectivement, des ressources physiologiques pour permettre la construction de masse musculaire et aussi de tissus osseux, de peau, etc. Donc, ce faisant, le but de la prise de masse musculaire, simplement ici, c'est de permettre à ton corps que si jamais le défi que tu as vaincu précédemment se représente à toi, tu puisses l'aborder de façon plus efficace et plus simple la prochaine fois. Donc, l'inconfort crée la croissance. C'est comme l'apprentissage. Si jamais tu lis que des choses très simples, naturellement, tu n'as aucun challenge par rapport à ton cerveau. Donc, aucune nécessité de venir croître au niveau cognitif, de créer des nouvelles connexions neuronales, de densifier tes tissus, on va dire, neuronaux également. Par contre, quand tu lis des livres plus techniques, ou même qui viennent simplement te placer en dehors de ta zone de confort, tu as mentionné par exemple Sébastien Boller, des termes qui sont parfois techniques dans son livre, eh bien tu viens te challenger. Donc en te challengeant, tu viens demander à ton cerveau de faire un effort, tu le places donc dans l'inconfort, mais qui permet par voie de conséquence une croissance par la suite.
Si et seulement si, encore une fois, je le répète, le stress est adapté à tes capacités du moment. Si le stress est trop compliqué pour toi, demain tu me mets face à une barre de 600 kg, bah, c'est bien sympa, le record du monde au développé couché ou au potentiellement deadlift, il n'est pas à 600 kg. Donc peu importe ce que je fais, le mieux du mieux que je peux avoir, c'est soit j'échoue, soit le pire, je me blesse. Donc là, naturellement, le défi est trop important. D'où l'importance également, et ça je pense que tu en parles dans tes contenus, de savoir s'écouter aussi. De savoir adapter simplement la courbe de progression que tu viens t'imposer à tes capacités. Et surtout, avoir l'intelligence du corps de savoir s'écouter aussi. Ça va vraiment se respecter. Aujourd'hui, j'ai mal dormi, donc j'adapte en conséquence ma séance de musculation, ma séance de VO2 max, etc. Je m'adapte par rapport aux besoins du corps. Et l'exemple que j'aime citer ici, c'est l'exemple de la douche froide, qui est vraiment aujourd'hui devenu un phénomène de mode, bien qu'on en parle un peu moins actuellement, et où beaucoup de personnes conseillent un temps d'exposition en se basant sur la fameuse étude qui montre qu'au-delà de 11 minutes de façon hebdomadaire, je crois, donc par semaine, c'est bien ça, il y a des bénéfices, notamment en termes de production de graisse brune, renforcement du préfrontal et j'en passe. C'est bien sympa, sauf que 11 minutes, déjà c'est 11 minutes en laboratoire. Le laboratoire, ce n'est pas le monde réel, parce que tu es observé par des gens, forcément ça vient niveler potentiellement tes capacités de résistance vers le bas, parce que les conditions ne sont pas celles du vivant, mais surtout 11 minutes, ça fait fi de l'état dans lequel tu es. Donc simplement, moi ce que j'aime conseiller aux personnes que j'accompagne, ou dans le contenu peu importe gratuit, c'est de respecter plutôt le franchissement de murs d'adrénaline. Donc je m'explique rapidement, j'ai beaucoup digressé, mais c'est pour montrer l'importance de savoir s'écouter encore une fois. Non, mais oui, t'as raison. Cette notion de mur d'adrénaline, c'est la suivante, c'est le fait que lorsque tu vas dans le froid, tu crées un stress, chose qu'on a mentionnée précédemment par rapport à ta notion de quête de sens. Ce stress, ton corps veut le fuir. C'est naturel parce qu'on vient diminuer ses chances de survie. Ce faisant, il met en place de très nombreuses réactions chimiques et physiologiques pour te permettre de fuir le plus efficacement possible. Parmi ces réactions, tu as la production de ce qu'on appelle des catécholamines, soit un ensemble de 3 neurotransmetteurs principalement, que sont adrénaline, noradrénaline et dopamine, qui ont la faculté, on va dire, de te placer dans les conditions initiales à ton niveau pour venir faire face à un danger, soit par la fuite, soit par le combat. En l'occurrence, le froid, c'est la fuite. Tu ne vas pas taper du froid, ça ne sert à rien. Donc, naturellement, quand cette production advient, ton corps, vraiment, est dans cette logique de « je veux partir ». Je veux quitter ce froid. Je veux être partout, sauf ici. Et ça, tu le ressens, en fait. Tu as déjà pris, je pense, du choix à ton niveau. Tu as souvent des moments où tu te dis « Ok, en fait, qu'est-ce que je fais là? Il faut que je parte. » Sauf que si tu attends un petit peu, ce moment va passer. Pourquoi? Parce que l'adrénaline fonctionne de façon pulsatile. Un peu comme tu vois, dans les séries médicales, tu as les battements du cœur qui sont monitorés, ça fait des pics, etc. C'est pareil, c'est pulsatile ici. Ce qui fait que dès lors qu'un pic survient, un creux, après, advient naturellement. Donc, je préfère recommander à mes clients, connaissant cette réalité biologique-là, non pas de viser un temps arbitraire, mais plus de viser un franchissement de mur d'adrénaline. Je veux que tu en franchisses 5, admettons. Potentiellement que toi, Émeric, tu auras super bien dormi la veille. Du coup, tes 5, ça va prendre 5 minutes. Pourquoi pas, un par minute. Un par minute, façon de parler. Hein. Et par contre, imaginons que tu aies très mal dormi, que tu aies des mauvaises nouvelles, que ce soit tes impôts, j'en passe, peu importe. Là, naturellement, potentiellement que tes 5 murs vont advenir en 10 secondes. Mais c'est OK. Parce que l'exposition au stress que tu vas imposer à ton corps sera adaptée à tes capacités du moment. Et ça, c'est essentiel à comprendre. Vraiment, cette notion de « je comprends mon corps ». Certes, je cherche l'inconfort. Mais un inconfort, encore une fois, qui est progressif et adapté pour permettre la croissance que je recherche à mon niveau. En effet, on le voit très souvent dans les sports d'endurance, tu as des gens qui vont jusqu'à la rupture. Parce qu'ils n'écoutent plus leur seuil d'inconfort. Et le problème avec l'endurance, en plus, j'ai envie de dire, c'est la production accrue, et c'est souvent ce que recherchent les coureurs, d'endorphines, qui viennent te shooter littéralement durant la course. Et même, surtout encore une fois, encore plus après la course. Mais ça commence dès la course. Endorphines dont le rôle évolutif est simple, simplement, c'est de masquer la douleur pour poursuivre un effort, pour fuir un prédateur. En effet, c'est la moindre douleur tendineuse, tu t'arrêtes quand il y a un tigre qui te poursuit, t'es mal barré. Par contre, c'est un mécanisme dans ton corps qui permet d'atténuer un peu la douleur. D'ailleurs, endorphine, morphine, hein, c'est la même molécule. La morphine est un dérivé de l'endorphine. Naturellement, tu pourras poursuivre ton effort et donc maximiser tes chances de survie. Mais vu que vous, les coureurs, vous êtes potentiellement shootés avec ces substances-là, potentiellement qu'on vient inhiber le message qu'envoie le corps, naturellement. Donc, on ne va pas l'écouter, ce qui peut mener à la blessure. L'important, c'est également de bien planifier son cycle de progression. J'ai beaucoup dérivé, mais tu as compris un peu l'idée. Ouais, tout à fait. Non, mais ça, ce qu'on pense, on va dire. S'explique aussi par une quête d'inconfort, je pense, aujourd'hui, d'où la résurgence de ces modes-là, qui sont accentués en plus par les réseaux. Si je dois résumer un peu ma pensée.
Ouais, non, mais ça, je suis complètement d'accord. C'est vrai qu'aujourd'hui, en termes de confort, on en a en veux-tu, en voilà. Mais faut faire attention avec cet inconfort parce que, en fait, on est tellement dans le confort et il y a des personnes qui veulent tellement rechercher l'inconfort qu'en fait, ils se mettent tellement dans l'inconfort qu'en fait, c'est plus délétère qu'autre chose. Et on peut voir ça avec les douches froides. Tu t'as pris l'exemple. En fait, si tu ressors de ta douche froide et que tu as froid toute la matinée ou que tu as froid toute la journée et que tu n'arrives jamais à te réchauffer, bah en fait, c'est là que tu vois que tu en as trop fait, que tu es trop resté sous la douche. Et en fait, c'est plus négatif que positif d'être trop resté sous la douche. Et c'est pareil pour le sport d'endurance. Si tu t'entraînes trop, trop fort, sans progressivité, bah, tu te blesses aussi ou tu n'as plus envie de faire le sport. Et en fait, on voit ça comme ça. Donc, c'est vrai que c'est super important de s'écouter. En fait, l'important, c'est vraiment le ressenti. Moi, je pense que on, en fait, on donne beaucoup d'outils, des montres connectées, cardio-fréquence-mètre, tout ça pour les zones, etc., pour savoir à quelle allure faut courir. Je pense que c'est des outils super importants, mais c'est des outils qui sont très utiles si tu les couples avec ton ressenti. Parce que si tu fais abstraction du ressenti et que tu te focalises uniquement sur la montre, ce qu'elle te dit, bah, au bout d'un moment, en fait, tu vas te perdre et tu vas pas écouter ton corps. Et si tu n'as plus cette montre, bah, tu vas être complètement perdu. Je te prends l'exemple du sommeil, là. J'ai testé de mettre ma montre pour traquer mon sommeil. Et en fait, je me suis dit, je prends déjà mon ressenti, je me mets une note sur 10 avant de regarder ma montre. Parce qu'en fait, sinon, je sais que inconsciemment, mon jugement de mon sommeil va être influencé par le score de ma montre, qui est peut-être de 90, alors que en fait, j'ai super mal dormi. Et tu vois, ça, je trouve que c'est un truc super important, le ressenti. Je sais pas si tu veux rebondir là-dessus. Si, complètement. En fait, là, tu touches du doigt des travaux que tout le monde devrait connaître, ceux de Carl Friston, Ouais. qui a notamment popularisé la logique du cerveau prédictif. En effet, le cerveau humain, et ça on le sait notamment depuis Kenneth Craig, pardon, son nom m'échappait, ne voit pas le monde tel qu'il est, mais tel qu'il le pense. En Mm. fait, ton cerveau est dans une boîte noire, simplement. Et en fait, ce qui veut dire que ma vision du monde n'est pas la tienne. Parce que les données que j'ai reçues à mon niveau, les signaux d'interprétation que j'ai reçus à mon niveau sont différents des tiens. Donc l'analyse du monde qui m'entoure est différente de ton analyse personnelle. L'exemple que j'aime bien donner ici, je reviens à ma Spartan Race. Je l'ai co-couru, on va dire, avec quelqu'un que j'ai rencontré sur la course, qui s'appelait Martial, et pour qui l'eau est un danger, parce qu'il a failli se noyer étant petit. Donc lui, il est vrai, malgré il a quasiment 40 ans, je crois, il a fait 170 Spartan, je crois, de mémoire. Mais malgré ça, en fait, l'eau l'effraie complètement. Que pour moi, l'eau, c'est un terrain de jeu. Donc naturellement, en fait, son modèle du monde a engrammé le fait que eau égale danger, parce que lui, quand il était petit, il a failli se noyer dans l'eau. Alors que Mm. moi, eau égale plaisir, parce que je m'y amusais. Et donc, tout ça pour dire que ton cerveau, effectivement, engramme des modèles du monde. Et donc, veut faire en sorte que la réalité qu'il va percevoir colle à ces modèles en question. Parce que les remettre en question, c'est très coûteux en termes d'énergie. Ce qu'on appelle classiquement un changement de paradigme. Et là, je reviens aux travaux de Carl Friston. Carl Friston a démontré que le cerveau humain est davantage prédictif que réactif. Donc, autrement dit, la prédiction, en voyant une donnée, en voyant un élément, ton cerveau fera en sorte de coller à cette dernière. Donc, si jamais effectivement tu ouvres ton application, comme moi avec ma bague Oura, voilà, qui est Ouais. ici, avec ma bague Oura, si je vois effectivement, je pense le matin que j'ai bien dormi, ma bague m'indique le contraire, mon cerveau voudra coller à la réalité imposée par la bague. Donc, naturellement, il va directement diminuer toutes ses ressources physiologiques, façon de parler, pour coller à cette prévision qui est plus négative que améliorative. Et ça, c'est vrai pour tout. Et ça me fait rebondir par rapport à un sujet qui est juste passionnant, qui est celui de l'étiquetage. Peut-être que tu connais, peut-être pas, je vais le développer. Non. L'idée, c'est laquelle? C'est que si tu viens attribuer une étiquette à quelqu'un, donc une qualification, tu viens faire en sorte de changer potentiellement sa réalité des choses. Prenons l'exemple, par exemple, d'un professeur à l'école. L'école est assez compétente pour faire ça, malheureusement, qui dit à un élève, tu seras jamais bon en maths. Mm. Donc, pourquoi est-ce que son cerveau irait-il se mettre en action, donc dépenser les calories qui sont essentielles pour sa survie, pour faire un exercice de mathématiques dont on lui a collé la prévision comme quoi il finirait par échouer? Ouais. Ça, c'est pareil pour la musculation. Hein. Tu es devant une barre, tu te dis jamais j'y arriverai. Je reviens au même constat, à la même logique. Pourquoi ton cerveau irait-il gaspiller de l'énergie
pour un élément qui est voué à l'échec selon la prévision qu'on lui a, on va dire, engrammée. Donc aussi, ça met l'accent, et là c'est un sujet qui est vraiment passionnant, sur la notion du discours interne que l'on va se donner. Si jamais effectivement au bout de 2 bornes, tu commences à te dire « je vais jamais y arriver », bah, tu verras naturellement une baisse de motivation. Parce que ton cerveau voudra coller à la réalité que tu lui as engrammée. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, durant ma Spartan Race, je me suis refusé le plus longtemps possible de demander le nombre de kilomètres qu'on avait couru à ce fameux Martial que j'ai croisé. Au bout d'un moment, je lui demande, donc sachant qu'avant, sur mes entraînements, c'était une course par semaine de 6 bornes. Donc, j'ai jamais excédé les 6-7 km. Et j'ai attendu le maximum et je lui demande, il m'a dit on a fait 18 km sur les 21. Cool. J'aurais demandé au bout d'un quart d'heure, on a fait 500 mètres. Ah, 500 mètres, ok, donc ça représente 1,42e de la course. La 18 km, il dit ok, c'est passé nickel. Il me reste 3 bornes à faire. Parfait. Facile. Donc tu vois, encore une fois, j'ai fait en sorte que mon discours interne ne soit pas, on va dire, tiré vers le bas à cause de la recherche d'informations inutiles qui pourraient me faire du mal. Donc c'est important, je pense également durant le marathon, durant des courses comme ça, le triathlon, peu importe, de faire ce choix-là, effectivement, de sélectionner les informations que l'on va rechercher. Parce que si chaque kilomètre, tu le vois passer, là, ça va être très long pour toi. C'est comme à l'école, en fait. Quand tu regardes constamment ta montre, quand tu es en cours que tu n'aimes pas, peu importe lequel, c'est très, 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 très long. Ça accentue la notion de perception du temps qui passe. Et comment? Qui passe pas, je voulais dire. Ouais. Et mais ce que je voulais dire aussi, c'est que tu parles de perception du temps, de tout ce qui est mental. On parle beaucoup de préparation mentale dans le sport parce que c'est un truc super important et on dit souvent que la performance, elle se fait au niveau physique, mais aussi beaucoup au niveau mental parce que si tu crois pas en ton défi, si tu crois pas en toi, si tu vois toutes ces choses-là, moi j'ai fait 2 podcasts et on se fait aussi accompagner par des préparateurs mentaux. Et ben en fait, c'est super important. Il y a tout ce qui est visualisation. On en parlera un peu plus tard dans le podcast parce que tu l'abordes dans ton livre, tout ce qui est visualisation. En fait, c'est super important. Pour revenir aux étapes pour notre triathlète s'il se fixe un objectif, donc on a parlé de l'objectif, faut qu'il soit en accord avec nos valeurs, faut que ça soit une motivation vraiment qui vienne de nous, intrinsèque. Et après aussi, il y a tout ce qui est maximiser les ressources physiologiques, pardon. Et du coup, en fait, est-ce que tu peux nous donner un peu les clés de ça? Qu'est-ce que c'est? Parce qu'on sait qu'un triathlète, faut qu'il ait une hygiène de vie quand même assez carrée en termes de sommeil, en termes d'alimentation, pour atteindre tous ces objectifs. Je ne te parle pas forcément de me donner comment on s'entraîne quand tu es triathlète parce que ce n'est pas ta spécialité, mais plutôt, tu vois, qu'est-ce qui ferait en termes d'habitude, qu'est-ce qui fait 80% du travail pour vraiment être en forme toute sa journée et pouvoir atteindre son objectif qu'on s'est fixé. Effectivement, je ne vais pas m'aventurer sur le domaine du triathlon, je serais assez mal placé pour en parler, mais on va raccrocher les wagons par rapport à mon domaine qui est davantage la productivité. Quand j'accompagne un entrepreneur qui fait appel à moi, un des premiers éléments que je lui fais faire, c'est bien ça, c'est de fixer ce que j'appelle ces ZRP, ces zones de recharge physiologique. En effet, l'entrepreneur, lui, il est drivé par le travail, par les résultats. Quand tu prends son agenda, il est quoi? Il est rempli de rendez-vous, de tâches, etc. Mais jamais en fait des temps où il va augmenter ses niveaux d'énergie. Moi, je vais faire les choses à l'inverse. Je dis, ok, tu pars d'une feuille blanche, d'un Google Agenda, peu importe, et tu vas commencer par bloquer tous les éléments qui viennent augmenter tes ressources physiologiques. Donc ton sommeil, ton alimentation, tes pauses, ton sport. Et le travail, après, se greffe autour de ces zones-là. Pourquoi? Parce que simplement, ce sont ces zones-là, si elles sont respectées, il faut les respecter également comme étant des réunions juste impossibles à supprimer, c'est un engagement vers soi-même. Donc c'est par le respect de ces zones-là, de ces temps-là, que l'on va permettre d'avoir comme propriété émergente la productivité. Parce qu'elle ne peut pas advenir encore une fois si l'humain est au plus bas. C'est pareil pour toi avec un triathlon, avec un marathon, avec n'importe quelle épreuve sportive, encore plus quand c'est de l'endurance. Si jamais tu es à plat avant de commencer, tu ne pourras jamais le faire. Ou bien tu le feras,
mais tu en feras les frais par la suite avec des blessures, des tendinites, etc. Donc, le conseil que je pourrais donner plus qu'un nombre de sommeil, d'heures de sommeil, on sait tous que c'est 7-8 heures. Ça, on le sait, personne ne me respecte, mais c'est ça. Quoi manger, les gens le savent quand même pas trop mal. C'est pas excellent, mais toi, tu es accompagné par rapport à ça. Et je pense que l'alimentation également de l'endurance n'est pas l'alimentation de la productivité. Non. Et ça, c'est une parenthèse que je fais ici. L'alimentation, c'est un levier d'optimisation. Donc, la question, c'est pourquoi est-ce qu'on l'optimise? Moi, c'est pour la productivité. Avant, c'était pour la masse musculaire. Je fais encore du sport, je ne m'inquiète pas, hein, j'ai encore une bonne masse musculaire, mais c'est plus mon but premier. Donc, cette notion, là je fais une parenthèse un peu longue, mais elle est très importante, je pense, par rapport à l'alimentation. Cette notion de ce pourquoi tu optimises induit en fait la notion du timing alimentaire, qui est essentielle, je pense, également dans les courses comme toi tu les fais. Donc, toi, c'est potentiellement durant l'effort, à partir de quand est-ce que je prends un gel, une pâte de fruits ou autre. Moi, c'est également par rapport à mes clients, quand tu vas manger quoi. Par exemple, on le voit tous dans le monde du travail, notamment en bureau, encore plus en open space, comme quoi entre midi et deux, les gens sont dans un état léthargique. Pourquoi? Parce qu'ils mangent des repas beaucoup trop lourds, beaucoup trop souvent caloriques, beaucoup trop peu digestes. Et donc le niveau d'énergie simplement est à la baisse en journée parce qu'une grosse partie de leurs ressources physiologiques sont allouées à la digestion et non pas à la cognition. C'est pourquoi dans une logique d'optimisation de l'alimentation à dessein de la productivité, il faut manger plutôt léger le midi et des aliments très digestes. Moi, à midi typiquement, juste avant l'échange que nous avons là, parce qu'on tourne ensemble à 13h, j'ai mangé du chou blanc avec des œufs. Ouais. Mon repas, c'était juste ça. C'est un repas à 600-700 calories, c'est très bien. Par contre, le soir, je m'envoie des repas à plus de 1000 calories, 1200 calories. Parce que après, simplement, ça me place en mode parasympathique, c'est parfait pour le sommeil, et le soir, je bosse pas. Donc, que je sois plus HS, c'est plus un élément que je recherche. OK? Donc, vraiment, le conseil que je pourrais donner ici, c'est vraiment prioriser tout ce qui augmente les ressources physiologiques. En effet, tu es sur une discipline qui est très taxante, qui demande un gros réservoir d'énergie. C'est comme si tu partais en vacances très loin, tu fais le plein. Là, tu fasses le plein tous les jours pour pouvoir courir efficacement. Après, encore une fois, plus la partie micro de quoi manger, etc., là, c'est pas de mon ressort. Mais vraiment, prendre le temps à ton niveau de t'imposer des temps, effectivement, déjà de pause, des temps de sport, de récupération, de bloquer ton sommeil et de bloquer également tout ce qui est, encore une fois, alimentation, ton agenda, pour veiller à bien respecter ça et non pas le faire à l'arrache comme beaucoup de personnes qui mangent un sandwich devant un écran pour, entre guillemets, gagner du temps. Donc, c'est plus cette logique-là que je pourrais apporter par rapport à ta question. Cette notion de je priorise la récupération avant de prioriser l'effort. Je priorise la recharge d'énergie avant d'en dépenser. Ok. Et en termes de recharge d'énergie aussi, il y a tout l'aspect qui est sommeil. Tu as parlé des 7-8 heures. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus? Parce qu'on dit 7-8 heures, mais pourquoi 7-8 heures? Est-ce qu'il y a des spécificités tu vois, dans le sommeil? Est-ce qu'on parle de cycle circadien? Ouais. Tu vois, est-ce que tu peux nous parler un peu de ça? Parce que c'est vraiment un élément super important de la récupération quand tu es triathlète. Et donc, c'est super important. Ça l'est. C'est vraiment essentiel. Le sommeil, pour commencer, il faut comprendre déjà qu'on ne sait pas tout par rapport au sommeil. D'accord? Ce que je vais dire ici, c'est l'état actuel de la science par rapport à ce sujet-là. Le sommeil, concrètement, en fait, est composé de différents cycles. D'accord? Et dans ces cycles, on a des phases. Et on passe en moyenne par 4 à 6 cycles par nuit, et ces derniers durent entre 90 et 120 minutes. Donc là, c'est la partie macro. On a des cycles durant le sommeil, ok? Après, donc, durant ces cycles, il y a des phases. On va faire simple, il y a la phase d'éveil, la phase de sommeil profond et la phase de sommeil paradoxal. Chacune de ces phases a un but qui est précis. L'éveil, déjà, c'est une stratégie qu'a le cerveau humain pour rester, on va dire, attentif durant la nuit. C'est un peu comme un sous-marin, le sommeil. Quand tu es sous la mer, tu fais pas gaffe à ce qu'il y a à la surface. Sauf que potentiellement, il y a des dangers. Donc, de temps en temps, durant la nuit, ton cerveau, pour être plus en sécurité, va monter le périscope, voir ce qui se passe. Et c'est là que s'il y a un bruit plus important que d'habitude, s'il y a une odeur particulière, c'est là que tu quittes l'état de sommeil pour vraiment être réveillé. D'accord? C'est vraiment une notion de je surveille mon environnement pour être en sécurité. D'où l'importance d'ailleurs d'avoir une chambre qui donne l'illusion de la sécurité pour ton cerveau. Une chambre qui est chaotique, qui est en bordel avec une porte qui est constamment ouverte, va laisser ton esprit dans un état d'inconfort et d'insécurité. Ce qui va multiplier justement ces petites phases d'éveil qui viennent morceler ton sommeil. Okay. Donc là, c'est pour la partie éveil.
Ensuite, on a la phase de sommeil dit profond. Donc là, c'est la récupération davantage, on va dire, musculaire, tissulaire. Pour faire simple, encore une fois. Aussi, si tu es malade, c'est durant cette phase-là que le corps va gérer la maladie, vulgairement parlant. Et après, tu as le sommeil paradoxal, qui là est davantage axé sur la récupération plus cognitive. Gestion des émotions, oubli des informations peu importantes, consolidation des souvenirs importants. Et en fait, ce qui est intéressant à comprendre par rapport à ces phases-là, c'est qu'elles ne sont pas symétriques tout au long de la nuit. Donc, on l'a vu précédemment, on passe par différents cycles, entre 4 et 6. Chaque cycle comporte ces phases-là. Sauf que, encore une fois, en début de nuit, tu auras plus de sommeil dit profond. Et après, ça va proportionnellement s'inverser, avec plus de sommeil paradoxal en fin de nuit. Il y aura toujours un peu de profond en fin de nuit, mais plus de paradoxal. Okay. Pour quelle raison? La raison communément admise, c'est le fait que, et je la rejoins parfaitement, c'est le fait que le cerveau humain, du moins que l'être humain, à la préhistoire, pour survivre, on en revient toujours à la survie, vraiment c'est le moteur principal du cerveau, survie et reproduction, a besoin davantage d'un corps en pleine forme que d'un cerveau en pleine forme. Parce que si un tigre te fait face en pleine nuit, il faut mieux que tu puisses courir rapidement plutôt que réfléchir rapidement. Ouais. Réfléchir, c'est un luxe à ce moment-là. C'est pour ça que tu vois très bien, hein, quand tu es sous stress, tu ne réfléchis pas, tu agis par instinct. Parce que tu n'as pas le temps de faire un plan de 10 étapes quand tu as un accident qui approche. Tu mets un coup de volant, c'est tout. Tu ne réfléchis pas, tu cherches le moins pire, on va dire. Donc, tout ça pour dire que les cycles sont asymétriques. Ce qui a pour conséquence, naturellement, que si on s'endort trop tard, on loupe du sommeil profond. Si on se réveille trop tôt, on loupe du sommeil paradoxal. Pourquoi? Parce que le train, en fait, il faut voir un peu comme un train en gare. Tu loupes la première gare, en fait, elle est foutue, elle est passée. Bah, tu commences à la deuxième. Et tu descends plus tôt, bah, tu vas louper forcément la gare qui suit le fait que tu sois descendu. Donc, il faut vraiment savoir s'écouter. Comment est-ce qu'on s'écoute en termes de sommeil? Alors déjà, naturellement, on en revient à juste écouter le corps. On est littéralement aujourd'hui la seule espèce sur Terre, du règne animal, à repousser volontairement l'endormissement. Un chien, il est fatigué, il va se coucher. Un chat, c'est pareil. Nous, on est fatigué. Ah bah non, il y a une série sur Netflix, je vais continuer. Je vais m'astreindre à quitter cette pression du sommeil pour faire autre chose. Donc, l'idée, c'est de s'écouter. Pour s'écouter, il faut aussi recréer les conditions nécessaires pour qu'on puisse écouter les signaux de son corps. Comment est-ce qu'on recrée ces conditions-là? On va déjà chercher à limiter l'exposition à la lumière en soirée, notamment la lumière bleue. Là, c'est un peu impensif, tout le monde en parle, mais en fait, d'une part, effectivement, cette lumière qui est émise par tout ce qui est écran, donc tablette, télévision, j'en passe, vient directement envoyer un signal d'éveil au cerveau, parce que le cerveau croit, en voyant cette lumière, comme quoi on est plus le jour que la nuit, ce qui vient atténuer la production de mélatonine, l'hormone du sommeil. Donc là, c'est un élément que tout le monde connaît, mais que personne ne respecte, hein, généralement. Mais l'autre élément, par contre, qui est tu, et qui vient potentiellement mettre un petit coup à tout ce qui est lunettes de biohacking, les fameuses lunettes avec des verres oranges, que j'ai chez moi évidemment, mais c'est le fait que ces écrans-là, en fait, certes, induisent une production, une émanation de lumière bleue, devrais-je dire, mais également, elles induisent de l'intensité. En effet, pardon, tu abordes tous les filtres possibles et imaginables, tu mates un film Saw à 23h, ton corps est stressé, c'est naturel. Même tu mates un match de foot, de rugby, peu importe, c'est pareil, il y a une tension, il y a un enjeu. Il y a potentiellement de la déception, de la fierté. Tu mates pareil, je sais pas, même une série classique, tranquille, les séries aujourd'hui sont faites pour capter ton attention. Donc vont créer des émotions. Même les dessins animés chez les enfants. J'ai 2 enfants qui sont assez jeunes, un qui va sur 7, un qui va sur 4. Aujourd'hui, la vitesse des images de les dessins animés est juste effarante. Et la vitesse à laquelle les émotions arrivent, repartent et changent est effarante aussi. On a plutôt d'intégrer les messages qui sont à l'écran. Parce qu'on est biberonné à la surstimulation. Parce que la télévision, les séries, les films sont en concurrence avec le téléphone, qui lui est justement constamment dans cette logique de j'apporte des nouvelles choses. TikTok en est l'expression la plus parlante. Donc certes, les lunettes limitent l'exposition à la lumière bleue, ce qui vient du coup atténuer l'impact négatif sur la production de mélatonine. Par contre, en aucun cas, elles permettent d'atténuer l'intensité des messages véhiculés par les écrans. C'est pourquoi il faut mieux arrêter les écrans le soir au moins 2 heures avant de coucher. Il y a la préconisation classique de aller bouquiner. Je le fais, très clairement. C'est pas donné à tout le monde, ça demande un effort pour s'y mettre. Et quand je dis bouquiner, c'est pas des livres techniques, parce qu'on en revient à l'intensité qu'on cherche à fuir justement, mais c'est plus des livres, on va dire, de relaxation. Moi, le soir, quand je lis avant de dormir, je lis des mangas, je lis des bandes dessinées. Je lis pas du Kant ou encore je sais pas, peu importe, du Nietzsche. Ou pas encore des bouquins, type mon livre, je ne recommanderais pas le soir.
ça sert à rien, c'est inutile. Parce qu'il apporte des idées, des passages à l'action. Alors que le soir, on veut plus du repos et du calme. Mais la recommandation que je ferais davantage, parce que la lecture, souvent, c'est un peu rebutant. Ouais, ça effraie les gens, on va dire, pour trouver un mot dont je suis sûr. Ça effraie les personnes, c'est plus effectivement le fait de jouer à des jeux de société. Et là, c'est un mécanisme qui est très sous-estimé aujourd'hui. Déjà, on a tendance à restreindre les jeux aux jeux pour enfants, sauf que maintenant, le catalogue est monstrueux et il y a beaucoup de jeux pour adultes qui sont géniaux. Mais surtout, en fait, ces jeux-là apportent un triple avantage. Le premier avantage, déjà, c'est l'activité qui est collective. Tu joues avec ton partenaire ou ta partenaire. La télévision, on a beau le faire à deux, on est l'un à côté de l'autre et non pas l'un avec l'autre. Deuxième avantage, on revient du tangible. En effet, le cerveau humain a évolué pour être dans le concret, la nature, les arbres. Voir un film, c'est pas toucher un pion, c'est pas toucher une carte, c'est pas toucher un dé. C'est pas palpable, là ça le devient. Et après, au niveau cognitif, les jeux sont super intéressants parce que ça induit des mécaniques qui sont différentes. Ça induit le fait de se rappeler des règles, de composer avec, de jouer contre le jeu ou avec le jeu, de jouer contre quelqu'un ou avec quelqu'un. Donc il y a une vraie stimulation cognitive positive et non pas, on va dire, surstimulante par le prisme des jeux. Et en plus, évidemment, ça nous préserve des écrans le soir. Donc, pour le sommeil, vraiment, si je résume un peu tous mes propos, parce que, encore une fois, j'ai pas mal développé, on passe par des cycles qui sont composés de phases qui sont asymétriques. Plus de sommeil profond en début de nuit, plus de paradoxal en fin de nuit. Pour avoir le total, il faut respecter un bon horaire de coucher et un bon horaire de lever. Et pour cela, il faut simplement écouter son corps. Et pour ce faire, il faut que l'environnement dans lequel nous sommes permette l'écoute de ce dernier. Sinon, on vient l'inhiber tout simplement. Voilà. Voilà. Ok, bah, super intéressant. Parce que le sommeil, c'est super important. Donc, tu as parlé de cycle, tu as parlé des écrans. Après, quand on se réveille, parce qu'il y a aussi il y a la phase de sommeil qui est super important. On parle beaucoup de routine matinale, mais si en fait ton sommeil n'est pas optimal, la routine matinale c'est bien, mais en fait si tu veux vraiment avoir une journée vraiment productive et performante, faut que tu aies ton sommeil et ta routine matinale. Qu'est-ce que tu conseilles en termes de routine? Qu'est-ce qui est le plus optimal? On parle beaucoup d'exposition au soleil, beaucoup de douches froides, etc. Alors, le cerveau humain, encore une fois, le but, c'est l'optimisation ici, on l'a bien compris. Hein. Donc là, je parle de levier d'optimisation. Pour te réveiller efficacement, tu as besoin de trois choses. Tu as besoin effectivement d'un signal lumineux important. On en parlera après du pourquoi, du comment c'est essentiel. Tu as besoin également d'intensité et de température. En effet, on l'a vu précédemment, quand tu dors, naturellement, tu baisses en intensité. Tu es sur un mode repos, un mode justement où tu es sur une latence qui permet au corps de se régénérer. Donc naturellement, le mode antagoniste à cet état d'inertie-là, c'est l'activité, notamment l'activité cognitive et physique. C'est pourquoi le matin au réveil, une bonne chose à faire, c'est faire un peu de sport. Non pas sport, musculation, pourquoi pas, j'ai fait durant des années, mais plus ce sport axé justement HIIT, donc High Intensity Interval Training. Donc un protocole par exemple à Tabata, un minimum que tu connais, et je pense que ton audience connaît ça. Ouais. Pas très long, 10 minutes grand maximum. Le but, c'est pas faire du sport ici, c'est juste d'élever la température corporelle et aussi d'augmenter l'intensité. Pourquoi je parle du coup d'élévation de température corporelle? Parce que durant la nuit, ton corps baisse en température. C'est une condition intrinsèque et nécessaire pour le sommeil, c'est le fait de baisser de 0,8 degrés. Donc naturellement, à l'image de l'intensité qui vient simplement contrebalancer cette notion de repos, il faut contrebalancer la perte de température par une élévation plus rapide de ces dernières pour nous sortir du stade de sommeil au profit du stade d'éveil. Encore une fois, pour optimiser, je me répète. Donc là, le sport est très intéressant parce qu'on vient provoquer de la thermogénèse, donc l'élévation en température corporelle par l'activité physique. Et un autre levier intéressant aussi, qui est un peu paradoxal, c'est la douche froide. Parce que, naturellement, quand tu t'exposes au froid, ton corps étant stressé, quand tu quittes le froid, veut tout faire pour retrouver son état dit homéostatique, donc l'état de base de fonctionnement. Et pour y arriver assez rapidement, il vient surélever la température pour après retomber à un niveau normal et naturel. Et après, le dernier élément, donc, c'est le signal lumineux. Pourquoi c'est essentiel? Parce que nous sommes des êtres, en fait, qui avons évolué avec le soleil, tout simplement, durant des millions d'années. Et donc, c'est le signal lumineux, notamment le matin, qui permet d'envoyer au cerveau, par ce qu'on appelle des noyaux à mélanopsine, situés au niveau des yeux, d'envoyer le signal comme quoi c'est le jour. Et comme quoi, du coup, vu que c'est le jour, il faut
provoquer une cascade de réactions chimiques qui viennent notamment inhiber la production de mélatonine et accentuer celle de cortisol. Le cortisol étant simplement ici, non pas l'hormone du stress comme c'est vulgairement dit partout, mais l'hormone en fait simplement qui donne de l'énergie. Donc notamment pour se lever et pour passer à l'action. Et souvent on l'apparente à l'hormone du stress parce qu'elle est essentielle également dans ce qu'on appelle le mécanisme de réponse au stress. Parce que justement, en donnant de l'énergie, elle permet face à un stress de fuir un danger ou de combattre un danger. Mais son rôle premier, j'ai envie de dire, c'est de donner de l'énergie au corps en déstockant le glucose directement pour le mettre à disposition. Et donc en s'exposant le plus tôt possible aux rayons du soleil, on vient accentuer le pic de cortisol, ce qui va élever le niveau d'énergie dans le corps vulgairement parlant. Et en plus, cela a un autre bénéfice, c'est le fait que cela va lancer un minuteur physiologique au niveau de l'organisme, qui fera que 12 à 14 heures plus tard, la production de mélatonine va s'enclencher naturellement et plus intensément. Donc, dès la routine matinale, on prépare le corps au sommeil pour le soir qui va arriver. Ouais. Donc, la routine parfaite, c'est on se lève, pas de téléphone idéalement, parce que c'est extrêmement taxant de commencer par son téléphone. Taxant parce qu'au niveau dopaminergique, il y a beaucoup de choses qui vont venir. De une, ça induit beaucoup également d'informations qui viennent venir vers nous, externes. En fait, ça vient nous créer des priorités qui ne sont pas les nôtres. Typiquement, consulter ses emails dès le matin, c'est pas top. Parce que le cerveau devient câblé pour résoudre les problèmes des autres et non pas nos problèmes à nous. Après, on va dehors, on fait son sport dehors idéalement, comme ça on s'expose au soleil en faisant son sport, douche froide et on attaque. Ça, c'est, on va dire, le protocole, on va dire, entre guillemets, parfait. Ok, d'accord. Parce que là, tu as parlé de l'exposition au soleil, que les humains étaient câblés pour vivre avec le soleil. Mais est-ce que tout le monde est fait pour, tu vois, se lever avec le soleil? On ne peut pas tous se lever avec le soleil. Est-ce qu'on est différent? Dans ton livre, tu parles beaucoup de chronotypes. On a des chronotypes différents. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus? Alors, déjà, la variation, c'est qu'on est tous faits pour se lever en fonction des besoins de notre corps. Sauf qu'aujourd'hui, on est dans un monde où il y a des horaires imposés par la société qui fait que parfois, on va se lever en dehors de ces plages qui sont physiologiquement parfaites. On a effectivement ce qu'on appelle les chronotypes. Donc, j'ai mentionné précédemment le rythme circadien, qui est ce rythme, en fait, du rythme du soleil. Circadien, ça veut dire approximativement 24 heures, justement. C'est le rythme du soleil. Donc, le lever et le coucher. On est tous câblés plus ou moins sur ce rythme-là. Quand je dis plus ou moins, c'est qu'il y a des personnes qui vont naturellement être un peu en avance par rapport à ce rythme-là, d'autres qui vont être plus ou moins calqués efficacement par rapport à ce dernier, et d'autres qui vont être en retard. Les en avance, typiquement, c'est mon cas, moi. Je suis un profil, si on prend la terminologie de Michael Breus, un grand chercheur sur le sommeil, je suis le profil donc lion. Les lions qui se lèvent très tôt le matin, souvent, soit quand le soleil se réveille, soit un peu avant, et qui viennent se coucher très tôt le soir. Moi, à 21h30, typiquement, je peux dormir sans problème. Ou à 22h, grand maximum. D'autres, le spectre, on va dire opposé, ce sont les profils loups cette fois-ci, qui eux, à leur niveau, vont se lever naturellement, encore une fois, naturellement, sans réveil, sans contrainte, sans obligation, plutôt tard dans la matinée, sous le coup des 9h à 10h, et vont se coucher par contre très tard dans la nuit, potentiellement minuit, 1h, 2h. Encore une fois, naturellement, ils n'ont pas besoin d'écran pour rester éveillés, c'est leur rythme à eux. Ils sont d'ailleurs plus productifs à leur niveau, sur la seconde partie de journée, plus qu'en matinée. Et après, on a les profils ours, qui sont les profils médians, qui eux suivent plus ou moins le rythme du soleil. Donc naturellement, effectivement, on a tous des variations. Mais peu importe la variation, le signal lumineux reste essentiel. Et c'est la raison pour laquelle une personne qui vient se lever avant le lever du soleil a vraiment bénéfice à s'exposer au soleil quand le soleil est présent. Parce que nos ancêtres, en fait, dans tous les cas, ne travaillaient pas en bureau. Même s'ils se levaient quand il faisait nuit, 1 heure après, le soleil était levé, il était dehors. Donc ça revient au même, en fait. On renforce simplement son propre rythme biologique. Et c'est la raison pour laquelle, là, je m'adresse davantage aux personnes qui se lèvent très tôt, ou potentiellement quand on est en hiver, ce qui va bientôt être le cas là, d'investir dans des lampes de luminothérapie. Donc des lampes simplement qui vont émettre une lumière assez intense. En général, on est sur du 15 000 lux, pour commencer à présynchroniser son rythme biologique au réveil, avant que le soleil ne se lève. Mais cela, comment dire, n'empêche pas l'exposition au soleil. Parce que ces lampes font autour de 15 000 lux, un soleil à son zénith, c'est 100 000. Donc le signal sera forcément plus important au niveau du soleil. Donc on fait une pré-exposition, c'est ce que je fais le matin en général, avec ces lampes-là. Indirect, évidemment, le but n'est pas de s'aveugler, bien entendu. Et après, dès que le soleil survient, même si on est en bureau, on ouvre la fenêtre, on reste 5 minutes avec un café, pourquoi pas, fenêtre ouverte devant le soleil.
sans le regarder encore une fois en indirect, mais exposé par contre sans barrière, donc sans lunettes de soleil, sans pare-brise ou encore sans fenêtre. Pourquoi? Parce que l'indice de réfraction du verre fait que l'intensité sera diminuée si elle passe par le prisme d'une vitre de verre, peu importe. Donc voilà mon petit conseil par rapport à cette exposition-là. Et parce que tu as oublié un chronotype, les dauphins. J'aime pas les dauphins, c'est pour ça. Non, c'est pas que j'oublie un chronotype, c'est que je sais plus ce que je dis dans mon livre d'ailleurs par rapport à ça, ça fait maintenant 2 ans que je l'écris. Je suis maintenant en opposition par rapport à Michael Bruce sur ce sujet-là. Toi, tu as lu mon livre récemment, tu m'as dit, donc je sais plus ce que je dis. Si jamais tu as mes propos, n'hésite pas à les lire. Les dauphins, c'est un peu comme profil, on va dire insomniaque. C'est comme ça que ça. Bruce le qualifie. Sauf que vraiment, je suis en opposition parce qu'on en revient à cette logique d'étiquette dont on a parlé au tout début. En fait, Bruce étiquette des gens comme étant insomniaques. En fait, t'as pas de chance. La loterie de la vie fait que tu es insomniaque, t'es un dauphin. C'est comme ça. Non. Le chronotype dauphin, simplement, pour moi, c'est plus une transition et c'est plus une catégorie qu'il a créée pour caler des gens qui, malheureusement, n'ont pas un sommeil de qualité. Sauf que je pense pas que tu as eu des cours, toi, à la naissance pour apprendre à dormir. Tu sais dormir. Tout le monde sait dormir. Le sommeil est un besoin qui est naturel, c'est une compétence qui est innée, qui n'est pas acquise. Sauf que, simplement, des gens dorment mal parce qu'elles ont, de par leur comportement, conscient ou inconscient, d'hériter les mécanismes du sommeil. Elles empêchent leur corps de passer au lit. On a évoqué par exemple précédemment, toi et moi, cette notion de chambre qui est bien rangée, etc. Peut-être que pour toi, une chambre en désordre n'aura pas d'impact, mais peut-être que pour une personne qui a quelques petites sensibilités par rapport au sommeil, qui a plus de difficultés naturellement, qui est moins un gros dormeur, on va dire, peut-être que là, ça aura un impact. Et cet impact-là, cumulé avec d'autres impacts, fera qu'elle dormira. Mais encore une fois, ce n'est pas un élément qui est arrêté. C'est un état qui est modifiable. C'est pour ça que je suis plus aujourd'hui en guerre, c'est un grand mot, contre ce profil dauphin, qui pour moi n'est pas, on va dire, un vrai profil. Parce que étiqueter des gens en tant que dauphin, déjà, c'est donner potentiellement des excuses. Je ne sais pas dormir, du coup, je suis dauphin, j'y peux rien. Je peux regarder des écrans jusqu'à 2h du matin, c'est comme ça. Non. Tu as des comportements qui viennent ruiner ta biologie, analyse-les, comprends-les, ou fais-toi accompagner pour les supprimer. Et là, tu dormiras. Donc c'est pour ça que je l'ai volontairement oublié, que j'en parle plus. Sauf pour Ok. Et aussi, du coup, les chronotypes, il y a tout ce qui est lever-coucher. Il y a aussi tous les pics de productivité. Tu n'as pas les mêmes pics de productivité suivant quel profil tu es. Moi, ma question, c'est est-ce que suivant tes pics de productivité, est-ce que tes séances de sport, tes séances de triathlon, est-ce que c'est plus intéressant de les mettre dans tes pics de productivité pour être le plus performant possible, ou plutôt de les mettre dans ton pic de productivité secondaire pour laisser ton pic de productivité optimal pour d'autres tâches qui sont peut-être plus importantes? La question que je vais te poser, c'est pourquoi tu optimises? C'est comme l'alimentation en fait. Si ton but demain, c'est de devenir un numéro 1 en triathlon, tu as mieux le temps, effectivement, d'adapter précisément tes entraînements à ton chronotype. Bien que la limite de cela, c'est que la compétition que tu vas faire, elle est générale. Elle n'est pas individuelle. Donc, naturellement, potentiellement, tu tomberas, toi, sur un temps de compétition qui est inadéquat par rapport à ta biologie. L'exemple le plus flagrant ici, ce sont les femmes qui font des compétitions, parfois avec ou sans leurs règles. Et ça peut tout changer pour elles. Et malheureusement, du coup, tu n'as guère le choix que de t'adapter. D'où l'importance, on en revient à cette notion de confort, d'embrasser davantage la non-linéarité que la linéarité. Parce que la vie n'est pas linéaire. Après, à ton niveau, je ne pense pas que tu vives des triathlons pour l'instant. Pourquoi pas plus tard, c'est possible, avec des formations, accompagnement ou autre. Donc, naturellement, je pense que le mieux pour une personne qui est plus en mode loisir, et c'est pas péjoratif quand je dis ça, c'est loisir. Moi, je fais la musculation depuis 20 ans, c'est du loisir. Je ne fais pas de compétition, pas de bodybuilding, c'est du loisir. Donc, c'est de faire en sorte que durant ta pratique, tu aies l'espace, on va dire, mental nécessaire pour performer. Donc, pour cela, il faut que tes tâches pro soient terminées. Parce que ta course, c'est un bonus. C'est pas ça qui te fait vivre. Par contre, imaginons que moi, je suis entrepreneur. Si je bosse pas pour faire mon sport, quand je suis censé être performant pour travailler, naturellement, je vais perdre de l'argent. Et donc, je vais y penser durant mon sport. Donc, à la fois, mon travail sera, on va dire, non porteur parce que je ne le ferai pas au bon moment. Mais en plus, ma séance sera impactée parce que je penserai à autre chose. Et c'est la raison pour laquelle, typiquement, j'accepte uniquement les échanges avec des personnes, comme c'est notre cas actuellement, l'après-midi.
Parce que le matin, moi, je bosse. Le matin, c'est mon pic de productivité. J'ai pas de rendez-vous le matin. Cet après-midi, je m'en fous un peu plus. Parce que j'aurais accompli la tâche essentielle le matin qui me fait avancer par rapport à mes objectifs à 12 semaines. Donc, étant fait, ma journée peut être chaotique l'après-midi, je ne vais pas apprécier, mais c'est pas grave parce que j'aurais progressé. Donc, en fait, je me serais débarrassé mentalement de ça. Par contre, à l'inverse, on aurait mis le podcast le matin, j'aurais été moins potentiellement, on va dire, enclin à répondre à tes questions, moins présent, parce que j'aurais pensé à mon travail. Pour la course, c'est pareil. Si jamais tu as un gros dossier à faire qui est urgent, tu te mets à courir, tu vas penser au dossier, tu ne seras pas réellement présent, tu vas tirer aucun plaisir à ta séance, tu vas l'aspider potentiellement pour aller bosser, tu vas donc augmenter ton risque de blessure, tu vas moins récupérer, tu auras du boulot en rentrant, donc même en arrivant chez toi, tu ne seras pas tranquillement en train de savourer l'effort que tu as fourni. Donc tu ne respecteras pas la phase d'intégration du stress que tu as imposé à ton corps. Tu vas passer d'un stress à un autre stress, du sport au travail sans intégrer. Ce qui peut du coup créer une dette physiologique et donc un manque d'énergie et potentiellement, comme mentionné, des blessures, des maladies et j'en passe. Donc vraiment pour des gens dont c'est plus un loisir, maximisez ce qui encombre votre esprit avant de faire du sport. Ouais, donc principalement, par exemple, si on a un chronotype plutôt lion ou ours, principalement faire le matin, parce que le pic de productivité, c'est matin et un tout petit peu l'après-midi. C'est ça, si je ne me trompe pas? Alors, Lyon, effectivement, c'est assez matinal. Moi, j'ai mes enfants, c'est un peu différent parce que je suis aussi soumis au rythme de l'école. Mais quand j'ai pas mes fils, moi, tu mets le matin, dès 7h du matin, je peux carburer jusqu'à 13h sans problème. En faisant des pauses, etc., en marchant entre-temps, oui. Par contre, l'après-midi, tu me demandes rien. Parce que certes, je vais faire des choses, mais je serai bien moins efficace. Je mettrai 2 fois plus de temps pour faire la même chose avec plus d'erreurs en bout de course. Donc oui, effectivement, moi, mon sport, typiquement actuellement, alors soit avant, je le faisais avant que mes fils ne se lèvent, ce qui pouvait arriver, je le faisais à 6h du matin. Avant d'avoir mes enfants, je le faisais même à 5h du matin. Maintenant, je fais plus en fin de journée, sur le coup des 16h30, 17h. Fin de journée, pour moi, est en paire, encore une fois. Ouais, je trouve que c'est plutôt pas mal aussi de faire une journée, dans ta journée, que tu mettes le travail tout le matin et après que tu mettes ton sport, tes réunions l'après-midi. Je trouve que c'est Selon ton chronotype, encore une fois. Ouais. Un chronotype comme le mien, donc plus matinal que vespéral, donc plus du matin que du soir, et a plus intérêt à diviser sa journée en deux. La journée, le temps pour moi, donc pour mes objectifs, le temps pour les autres, pour les emails, les appels, les réunions, les rendez-vous, etc. Je vais passer mes priorités avant celles des autres. Ok. On va revenir juste après sur plutôt l'organisation d'une journée quand on est triathlète. La question juste avant, c'est, on a parlé du sommeil, de l'exposition au soleil. Il y a aussi quelque chose qui revient souvent, c'est le café et la caféine. Donc, souvent, on prend un café dès qu'on se lève parce qu'on se dit c'est bien, mais en fait, est-ce qu'il faut voir le café comme un allié, comme un ennemi, ou est-ce que c'est quelque chose de plus nuancé que ça? Et deuxième question, dans la question, est-ce que c'est un élément, je ne sais pas si tu peux me répondre, est-ce que c'est un élément intéressant à prendre en compte pour les sports d'endurance très longs? Parce qu'on sait que ça fait un pic, etc. Est-ce que c'est quelque chose d'intéressant? Alors, je pense pas qu'il faut voir le café comme un allié ou un ennemi. Le café, c'est du café. Il faut pas lui coller l'étiquette parce que simplement, en lui collant une étiquette, tu vas nous faire en sorte que ton cerveau veuille et cherche coller à l'étiquette que tu lui as imposée. Donc tu viens biaiser potentiellement du coup le rapport au café. Quand tu dis qu'il est mauvais, tu le bois, naturellement, en fait, ton corps va mal réagir par rapport à ce dernier. C'est un exemple que j'aime bien donner de façon générale. En fait, comme quoi l'environnement dans lequel tu consommes quelque chose et l'étiquette que tu y accoles, va influencer ta digestion et la réception de l'aliment ou de l'élément en question. Donc, tout ça pour dire que le café, c'est un sujet que je connais plutôt bien parce que je l'ai pas mal pratiqué, notamment quand j'ai eu mon premier fils, où ce dernier n'ayant pas dormi durant 2 ans, à raison de 3 à 5 réveils par nuit, et moi, ayant voulu à l'époque garder l'étiquette et le rôle que j'avais de super, on va dire, homme, façon de parler, c'est bizarre dit comme ça, j'en ai conscience, mais c'est le rôle que je m'attribue à l'époque, avec des séances de sport à 5h du matin, plus un enfant qui dormait pas, du coup, naturellement, j'ai fini par tomber dans un état d'épuisement assez profond que j'ai voulu tamponner grâce à la caféine. Et j'en suis arrivé à boire jusqu'à 18 tasses par jour pendant 2 ans. Le café, je connais plutôt bien, j'ai été accro à la caféine.
Donc, le café, depuis cette époque-là, quand j'ai décidé d'arrêter du jour au lendemain, en fait, je me suis beaucoup renseigné sur son fonctionnement, ce qu'est la caféine, comment ça fonctionne, les avantages, les inconvénients, etc. Donc, le café, déjà, effectivement, maintenant, il est de plus en plus admis comme quoi le consommer au réveil n'est pas une bonne stratégie. Encore une fois, c'est une généralité. Il y a des cas spécifiques où on peut le faire. Mais généralement, au réveil, c'est pas top. Pourquoi? Parce qu'on l'a vu précédemment quand nous parlions du sommeil. Le matin, tu as un pic de cortisol. En fait, c'est comme si ton téléphone était chargé à 100%. Prendre du café, c'est vouloir le rebrancher pour atteindre les 110%. Ça marche pas. Et en plus, tu uses ta batterie. Ça sert à rien. Donc, il faut mieux attendre que le niveau de cortisol commence à baisser pour prendre un petit café pour potentiellement re-augmenter ton niveau d'énergie pour à nouveau être plus productif. Donc, c'est la raison pour laquelle les recommandations actuelles en termes de caféine et le timing de consommation, ça serait de consommer son premier café après 90 minutes de temps éveillé, voire jusqu'à 120 minutes après le réveil. Ok. Ensuite, donc là, s'il y a un timing de départ, il y a forcément un timing de fin. Généralement, on recommande d'éviter la caféine passé 14 heures. Ouais. Pourquoi? Parce que la demi-vie du café est environ de 6 heures, ce qui fait que 6 heures après ta consommation d'une tasse de café, tu as encore 50% de caféine active dans ton organisme. Et là, ce qui est intéressant à comprendre par rapport à la caféine, vu que j'ai mentionné ce terme, c'est le fait que contrairement à la croyance, on va dire assez répandue, assez populaire, la caféine ne donne pas réellement d'énergie. La caféine vient masquer les signaux de fatigue. En effet, la molécule de caféine a une structure chimique qui est assez proche de la molécule d'adénosine. L'adénosine, qu'est-ce que c'est? C'est le déchet en quelque sorte, même s'il n'y a pas réellement de déchet dans le vivant, c'est le déchet de l'ATP, pardon. ATP, adénosine triphosphate, l'ATP étant le carburant grosso modo du corps. Okay, l'ATP, quand elle se dégrade, elle vient relâcher de l'adénosine. L'adénosine, en l'occurrence, se cumule au niveau du cerveau, et plus elle se cumule, plus elle crée ce qu'on appelle la pression du sommeil. Donc, plus elle vient remplir les récepteurs à adénosine dans le cerveau, plus le cerveau se dit « Ok, tu t'es dépensé Emric, soit sur le plan cognitif ou sur le plan physique, ou même les deux, pourquoi pas. » Donc, naturellement, tu as un besoin de recharge qui est important. Sauf que la caféine vient bloquer ces récepteurs à adénosine, empêchant du coup de l'adénosine de se fixer. Donc, ce qui est intéressant pour simplement poursuivre un effort davantage que ce que nous pourrions faire en temps normal. Par contre, l'inconvénient, c'est que dès lors que la caféine s'estompe, toute l'adénosine qui s'est accumulée durant ce temps-là vient se ruer sur le cerveau, ce qui provoque le crash que tu as mentionné précédemment. C'est pourquoi sur un sport d'endurance, c'est une supposition que je fais, j'ai jamais creusé ce sujet-là, effectivement prendre un café peut être intéressant pour redonner un coup de boost, mais si on est encore en train de courir quand la caféine commence à chuter, là ça peut être délétère, je pense. Ça peut créer ce fameux crash qui vient provoquer une fatigue extrême de par l'adénosine qui vient créer une forte pression du sommeil d'un coup, et non pas de façon, on va dire, lente, comme ça devrait être le cas en temps normal. Donc c'est pourquoi effectivement je pense qu'un café pris sur un effort de longue durée est peut-être plus négatif que positif. Contrairement à une séance de sport où prendre un café avant est intéressant. Parce que la séance de musculation classique, ou même d'un sport qui dure 1h30 tel que du rugby ou encore du handball, peu importe, là il n'y aura pas ce crash qui va advenir durant l'effort physique, mais après l'effort physique. Donc on pourra choper le bénéfice de la caféine durant l'effort et uniquement l'effet négatif une fois que l'effort est passé. Ouais. Voilà, moi, ok. Bah, super intéressant parce que moi, ce que je vais en faire, j'en ai fait une vidéo, je ne sais pas si elle sera sortie avant ou pas, sur ma stratégie de ravitaillement pour l'Ironman. Okay. Et du coup, je parle de tout ce qui est consommation de gel, etc. Même si je ne suis pas un grand adepte de la consommation, l'ultra-consommation de glucides pendant l'effort. J'en ai quand même pris parce que c'est un effort très, très long et très intense. Et je me suis dit, pour en fait les 2 dernières heures du marathon, du coup après l'Ironman, la dernière épreuve, et ben en fait, je vais prendre 2 gels de caféine, donc un gel à la 2e heure et un gel du coup à la 3e heure. Comme ça, en fait, ça me fera les 2 dernières heures et je risquerai pas d'avoir en fait ce coup de mou dont tu parles, ce crash qui est en fait quand tu prends un café et si le crash il arrive à la ligne d'arrivée, après l'arrivée, en fait, tu vois, ça a aucun impact. Donc, ok, intéressant. Super intéressant. Après, tu as aussi les solutions à diffusion plus longue, telles que le guarana, etc. aussi, donc je ne connais pas trop, mais peut-être que c'est aussi un substitut intéressant.
Ouais. Aussi, tu as un élément peut-être intéressant pour toi, c'est la combinaison caféine et L-théanine, qui permet simplement en fait, d'avoir l'énergie apportée par le café, mais en tamponnant l'excitation liée au café. Ok, parce que la L-théanine, j'ai déjà entendu, mais je sais pas ce que c'est concrètement. Bah, c'est ce qui vient lutter, tout simplement. En fait, l'avantage par contre de l'L-théanine, c'est que tu viens pas avoir une énergie qui diffuse, mais Hmm. plus qui est centrée sur toi, on va dire. Ok. Donc c'est pourquoi pour être Et productif, par exemple, un café est intéressant, mais la combinaison café plus L-théanine fait que tu auras peut-être hmm. plus, entre guillemets, d'énergie disponible de par ce masque qui vient se mettre au niveau de tes capteurs d'adénosine. Mais surtout, l'énergie en question ne sera pas dans tous les sens, ne sera pas diffuse, sera vraiment, on va dire, centralisée sur la tâche que tu as à réaliser en cours. Donc tu as effectivement le bénéfice de la caféine, et tu as aussi du coup le côté atténuation de l'excitation, du côté très, je parle dans tous les sens, lié à la caféine par l'apport d'L-théanine. Et le ratio, c'est 2 pour 1, je crois. Donc 2 doses de caféine pour une dose de L-théanine. Ok, d'accord. Et en termes de, je sais pas si tu connais ou pas, parce que tu dis que tu connais bien le café, en termes de dose journalière, qu'est-ce qui est conseillé, qu'est-ce qui est conseillé de ne pas dépasser en termes de dose journalière? Alors, honnêtement, j'ai plus les chiffres en Ouais, tête, c'est pas un sujet. Moi, très égoïstement, je me fais mon café à la maison, je sais ce que je bois, je sais que je suis dans mes normes, ok. donc je vais pas chercher à recreuser par rapport à ça. L'information est facilement accessible sur Internet. Mm. Mais surtout, en fait, il y a un sujet par contre qui est assez tu par rapport au café, très peu abordé, c'est la notion de la qualité. Ouais, En effet, la majorité des cafés à l'heure actuelle sont des cafés type Nespresso. Donc, à savoir la bonne dosette en plastique avec le bon opercule qui est en aluminium, qui fait que tout ça, déjà le plastique chauffé, c'est bourré de perturbateurs ouais, endocriniens. ouais. Et ce qui fait que l'aluminium, naturellement, c'est un métal que tu vas consommer par le café sous forme de microparticules. Le cerveau fonctionnant par impulsion électrique, tu sais que métal et électricité, ça peut créer quelques conséquences. Donc, pour moi, un vrai café, c'est un café qui est fait soi-même. Mon café, moi, je le moue avant de le faire. J'ai un moulin électrique. Idéalement, il faudrait que je puisse prendre un moulin même manuel. Le café, je le fais dans une cafetière Bialetti. Donc ça me prend environ, je pense, 10 minutes pour me faire un café. Donc Mm. simplement, j'ai plus cette compulsion de simplement appuyer sur un bouton. J'ai Ouais. ritualisé le fait de me faire un café. Donc déjà, il est meilleur parce que tu mets de l'investissement. Aujourd'hui, un des plus gros problèmes qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on a la récompense sans l'effort nécessaire pour l'obtenir. Mm. Typiquement, tout ce qui est Uber Eats, c'est ça. C'est la récompense de la nourriture sans faire l'effort de même me lever de mon canapé pour aller la récupérer ou l'acheter. C'est pas l'effort d'aller la chasser, juste l'effort de me lever, tu vois, c'est encore pire. Le café, c'est pareil aujourd'hui, il y a une surconsommation de caféine, comme ce fut mon cas, parce que c'est très accessible, c'est très simple de s'en faire. Mm. Moi, aujourd'hui, encore une fois, mon café, je le prends déjà bio, je le prends de qualité, je le moue moi-même et je me le fais personnellement. Ça me prend du temps, mais j'apprécie davantage. Donc aussi, un vrai sujet par rapport à la caféine, encore plus que la notion potentiellement de quantité ou autre, c'est la qualité que tu vas choisir. La qualité par le produit, qui doit être exempt, selon moi, encore une fois, de pesticides, d'aluminium, de plastique, mais également la qualité de l'intensité que tu mettras dans la préparation du café. Cette notion de je ritualise, je prends mon temps et j'apprécie. Je sens l'odeur qui arrive. Et l'odeur aussi est très importante parce qu'aujourd'hui, les cafés tels que nous les consommons, notamment chez Starbucks et autres grandes firmes, sont dans une logique de globalisation et de mondialisation, tous unis. Et pour avoir un goût uni à Paris, New York, Los Angeles, Berlin, la seule solution, c'est de surcramer le café pour que le seul goût qu'on ait, c'est l'amertume. Comme ça, on a un café qui a un goût unique. Mon Starbucks en France, au Mexique ou n'importe où sera le même. Sauf que ce goût-là démontre une seule chose, c'est le fait que les graines ont été surbrûlées, donc elles sont pleines d'AGE, elles sont plus toxiques que bénéfiques pour le corps. Un vrai café, c'est comme un bon chocolat ou un bon vin. Il y a différentes notes, il y a des arômes, des subtilités et tout. Et ça, je pense qu'on a perdu ce goût-là du café, du vrai café. D'un café qui, encore une fois, est respecté, n'est pas surbrûlé et qui est préparé avec, justement, conscience. Et qui est consommé aussi avec conscience. Mm. Et Et en forcément, plus, tu parles de gel, on n'est pas à l'opposé de ça, mais forcément, ta discipline impose des gels. ouais. On est bien d'accord. Mais au quotidien, achetez moins, mais mieux et prenez le temps. Mm. Ouais, non, mais oui, c'est tout ce qui est alimentation. En fait, si tu fais pas attention à la qualité de tes aliments, en fait, outre le fait du café, tu vois, c'est plus que juste le café. Tu vois, c'est toute ta consommation, tes légumes, ta viande,
tes œufs, ton fromage, tout ça, en fait, si tu fais pas attention à la qualité, en fait, en termes de récupération, après, en fait, ça se joue. Et si, tu vois, on a parlé des choses à mettre en place pour maximiser ses ressources physiologiques, et ben, en fait, tu as le sommeil, on en a parlé, tu as l'exposition au soleil, la douche froide, et il y a aussi toute la partie alimentation, en fait, qui est super importante. Et là, on en parle un petit peu du haut café. Mais en fait, en termes quand tu es triathlète, si tu n'as pas une alimentation millimétrée et où tu manges vraiment des bons aliments, ben, en fait, c'est délétère pour ta récup, etc. Et je ne sais pas si tu veux rebondir là-dessus. Donc oui, effectivement, c'est essentiel ne serait-ce que le cuisiner. Ouais. C'est bête à dire, mais c'est essentiel. Moi, il y a 2 règles que j'adore appliquer, et après, je fais de la promotion pour un ami, j'en profiterai. Règle numéro 1, effectivement, c'est une règle de Charles Poliquin, qui était un célèbre préparateur de force physique canadien, québécois pour être précis, je crois d'ailleurs, qui disait simplement, c'est une règle de bon sens, mais tout ce qui nage pas, ne court pas, ne vole pas, ne pousse pas dans la terre ou sur un arbre, ne se mange pas. C'est aussi bête que ça. Et l'autre règle que j'aime appliquer, c'est tout ce qui fait l'objet d'une publicité à la télévision ne se mange pas non plus. On ne verra jamais de la pub pour des carottes. Ça arrive très peu. Par contre, Nutella, Coca, il y en a beaucoup. Et après, donc, publicité pour mon ami David Nicolas. Peut-être que tu le connais, ne serait-ce que de nom. Peut-être du croisier au potentiel humain, je pense. Ouais, j'ai fait un podcast sur la chaîne. Ah, bah ok, d'accord. Bah voilà. Donc, tu as dû parler, je pense, en long, en large, travers de Féroce. C'est une marque de viande, notamment à très haute valeur nutritionnelle. Je ne peux que vous enjoindre à tester Féroce. Ce sont des steaks hachés vraiment très vertueux. J'ai visité à mon niveau les élevages et la production avec David. Il y a un vrai amour de l'animal déjà et du vivant de par le producteur. On en revient à ce qu'on a dit, cette notion vraiment de prendre soin. C'est un homme pour qui cet élevage fait sens pour lui. Ces vaches vivent dehors constamment. Elles sont en pâturage naturel. Il n'y a pas d'antibiotiques, pas de traitement, rien. Elles sont respectées. Et on voit un vrai amour également dans la préparation de la viande. Et ça change tout. Donc juste, ces steaks hachés, pour ceux qui ne connaissent pas, sont composés à 80% de muscles, comme tous les steaks classiques, mais sont composés également à hauteur de 20% d'abats. Donc il y a 5% de cœur, 15% de foie, ce qui en fait donc des bombes nutritionnelles, parce que les abats étant les pièces les plus riches en termes de micronutriments chez l'animal, mais également en termes de goût. C'est juste exceptionnel, parce que ça apporte une douceur, une texture et un côté onctueux aux steaks hachés qui généralement sont plus secs en bouche. En plus, c'est livré chez soi, donc franchement, je ne peux que vous inviter à tester, si bien que un steak haché équivaut à 4 kg de légumes en termes d'apport de micronutriments. Donc ça vaut le coup, c'est rentable. À mon niveau, j'ai supprimé tous mes compléments alimentaires pour des steaks féroces. Donc ça vaut le coup, c'est rentable. Ouais, ça c'est sûr. Mais oui, ça je suis complètement d'accord. Et puis même juste pas forcément, tu vois, acheter féroce, mais juste en fait se rapprocher des éleveurs du coin en fait. Tu vois, ça c'est super important. Parce que si en fait tu te rapproches des éleveurs du coin, tu vas juste leur demander est-ce que vous avez un bout de viande, est-ce que vous transformez à la ferme, est-ce que vous faites de la vente directe, je sais pas. Déjà, ça leur fait ultra plaisir parce que ils se sentent utiles dans ce qu'ils font et ils se sentent utiles autour de chez eux. Et ça, c'est super en fait. Il faut faire attention, bien sûr, à la qualité de la viande, même aller voir des maraîchers à côté de chez vous. C'est vraiment super. Donc, faire attention à la qualité des aliments. Et pour changer de sujet, parce que sommeil, le réveil, la productivité, pic de productivité, on sait qu'une journée, c'est que 24 heures, comme j'ai dit au début de la vidéo. Comment, en fait, on peut, on en a parlé un petit peu, mais j'aimerais bien qu'on en reparle un peu, comment on peut organiser sa journée, en fait, pour un triathlète, tu vois, pour faire ces 35, parce que souvent, les triathlètes, ils sont pas entrepreneurs, ils ont souvent un travail à côté, et c'est souvent du loisir. Comment on fait pour caler son travail, son sport et sa vie de famille, ses relations sociales, tout ça? Comment on fait pour pas en fait exploser en plein vol et se faire submerger par toutes ces choses qui arrivent? Alors, je pense que tu seras mieux placé que moi pour en parler. Le conseil que je pourrais donner, par contre, c'est un élément que j'aborde souvent avec mes clients, c'est le fait de clarifier ses rôles et ses postures sociales.
Je m'explique. Quand tu es sportif, bon, on va prendre ton cas à toi. Tu as des enfants, je pense pas. Peut-être que si. Non, j'ai 20 ans. Ouais, c'est bien ce qui me semblait, t'es assez jeune. C'est bizarre, j'ai que 33 ans, bref, peu importe. Imaginons dans 10 ans, tu as des enfants. Donc, tu as un de tes rôles social, ça sera papa. Et également, un autre rôle social, ça sera partenaire par rapport à ta compagne. Un autre rôle social sera du coup athlète pour le sport que tu pratiques. Ouais. Un autre rôle, ce sera travailleur, toi aussi citoyen. Tu as différents rôles sociaux. Chaque rôle social induit des postures sociales différentes. Tu n'es pas avec ton partenaire, ta partenaire, comme tu es avec tes enfants, ou comme tu es au travail, ou comme tu es quand tu fais du sport, ou comme tu es avec tes amis, ou comme tu es quand tu vas potentiellement, je sais pas, à un meeting de quelconque parti politique, si jamais tu es engagé au niveau politique. Donc, on a chacun ses rôles sociaux qui vont déterminer des postures sociales. Aujourd'hui, un des plus gros problèmes qu'ont les personnes, c'est qu'elles viennent ne pas faire de segmentation entre ces rôles-là. Ça, c'était mon cas quand j'ai été papa. J'avais à la fois mon rôle entrepreneur, salarié, parce que je l'étais aussi encore à l'époque, papa, partenaire, sportif qui se mélangeaient. Ce qui a eu pour conséquence que je pensais à mon travail quand j'étais avec mon fils et à mon fils quand j'étais au travail. J'étais jamais dans l'instant présent. Parce que j'ai pas fait ce travail à l'époque de clarifier mes attentes par rapport au contexte dans lequel je me trouvais. Donc, un des conseils que je pourrais donner à des personnes qui nous écoutent et à toi potentiellement, si jamais tu ne connais pas cette notion-là, qui n'est pas dans mon livre d'ailleurs, parce que je l'ai mis en place, je l'ai théorisé plus tard, c'est le fait de clarifier sur un tableau ou un document, peu importe, tes postures sociales. Je suis sportif, je suis machin, ceci, cela. Et de mettre en parallèle ce que tu attends de toi à ce moment-là. Par exemple, je suis père, c'est-à-dire que je suis à l'écoute, je suis attentionné, j'ai le sourire. Par exemple. Tu attribues à ça après un rituel de transition. Ce qui fait que quand je quitte mon rôle de père, pour informer mon cerveau que je passe à un autre rituel, rôle social, je dois passer par tel rituel. Par exemple, c'est peut-être l'écoute d'une musique, la prise d'un café par exemple, un mantra qu'on va se répéter. Pour vraiment mettre cette scission cognitive en place de je passe d'un état A à un état B. Et après, ce que j'aime faire également avec mes clients, c'est venir apposer à ça une couleur. Non pas une couleur pour la visualisation, mais une couleur pour dans l'agenda. Là, c'est un temps que les enfants, c'est en vert. Comme ça, visuellement, j'ai un repère. Le sport, c'est en jaune. Donc, pour passer de vert à jaune, donc passer de papa à sportif, il faut que je fasse telle transition que j'aurais préétablie. Comme ça va éviter un grand coût cognitif. Parce que ça, on le sous-estime dans le sport. Cette notion du coût cognitif. L'énergie cognitivement perdue est une énergie qui ne va pas à la performance sportive. Ouais. Donc, toi, à ton niveau, tu peux déjà commencer par établir tes rôles sociaux, tes postures sociales, ne pas penser au boulot quand tu cours ou penser à la course quand tu bosses. Déjà, tu auras une vraie économie d'énergie qui fera que tu seras plus efficace dans chacune des pratiques que tu vas entreprendre. Donc ça, c'est un conseil que je pourrais donner, tu vois. Ok. Et est-ce que, parce que là, tu parles de segmenter tous tes rôles sociaux, mais est-ce que c'est pas, j'y pense là maintenant, parce que souvent, le sport, ça aide à avoir énormément d'idées pour son travail. Tu vois, moi, je me suis lancé là, depuis cette année dans la création de contenu. Je veux lancer des formations. Je veux essayer d'accompagner des triathlètes pour qu'ils réussissent des triathlons, des Ironman, etc. Est-ce que, en fait, tu vois, c'est pas encore se mettre dans différentes cases et du coup, en fait, tu vois, pas faire qu'un. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Si, je vois très bien. De l'importance de... alors, quand tu cours, potentiellement, tu as des outils merveilleux grâce à l'IA pour ça maintenant, notamment la marque Plaude, P-L-A-U-D, je crois, que tu connais, j'ai l'impression, où tu peux simplement en fait, venir externaliser ta pensée. Tu cours, tu as une idée par rapport à ton business, tu enregistres avec ton petit bracelet, tu penses à autre chose. On ne peut pas réellement venir faire des barrières imperméables. C'est normal que tu penses à plein de choses. Moi, j'ai sorti récemment un nouveau format sur ma chaîne YouTube. J'y ai pensé peut-être à 23h quand je dormais. Ça m'a réveillé. J'ai mis un rappel vocal sur mon téléphone pour le lendemain matin à 9h, tu vois. Comme ça, en fait, j'ai pu externaliser. J'ai pas incubé l'élément en tâche de fond. Parce que sinon, c'est là que ça coûte de la bande passante. Ouais. C'est quand tu y penses, du coup, ça crée une cascade de connexions, d'idées de projets auxquelles tu vas encore penser. Et là, ça va te distraire par rapport à ta course. Parce que l'énergie cognitive sera du coup usurpée à l'énergie physique. Ok, super intéressant.
Et du coup aussi en termes, en termes de visualisation, on en a parlé au tout début du podcast, en termes de préparation mentale, etc. Tu parles de visualisation positive, négative dans ton livre. Est-ce que tu peux développer pas forcément réexpliquer les, cet aspect-là, mais essayer de donner plus d'explications par rapport à ça? Comment ça peut aider un sportif, la visualisation, tu vois, un peu tous ces aspects-là? Alors, pour faire simple, effectivement, j'en parle dans mon livre. Pour faire simple, il y a 2 leviers de motivation chez l'être humain, c'est Eros et Thanatos. Donc, c'est des éléments, on va dire, qui issus de la Grèce antique. Eros, érotique, donc c'est le désir d'obtenir quelque chose. Si on fait le lien neuroscientifique, c'est la dopamine. Thanatos, c'est la peur de la mort. Donc là, c'est fuir la douleur. On est plus sur une logique cette fois-ci, notamment l'activation de l'amygdale, qui est la zone du cerveau en lien avec justement l'anxiété, la peur, l'angoisse. Eros, donc la dopamine, c'est génial pour te motiver à initier le premier pas. C'est ce qu'on voit typiquement dans les bonnes résolutions du début d'année. J'arrête de fumer, ok, c'est bon, je pose ma clope, là c'est le premier pas, c'est Eros qui est là, ok, je suis chaud, je suis motivé. Sauf que rapidement, s'il n'y a pas de récompense, de retour rapide sur l'action que tu as entrepris, la dopamine chute. Et c'est naturel parce que c'est évolutif. L'exemple que j'aime bien prendre pour illustrer ça, c'est l'homme préhistorique qui voit une biche au loin. Naturellement, on pique de dopamine parce que si je chope la biche, mon cerveau anticipatif me fait dire que j'aurai de la nourriture, que j'aurai accès à de la peau, que j'aurai de la reconnaissance par rapport à ma tribu. Donc, dopamine, pour me mettre en mouvement pour choper la biche, la tuer, la dépecer, la manger. Sauf que si la biche nous échappe, il faut naturellement que la dopamine baisse, sinon on va s'épuiser à constamment courir après jusqu'à la mort. C'est pareil en fait, c'est une récompense que je veux obtenir mais qui m'échappe. Donc si jamais la cigarette que tu as posée précédemment de par ta bonne résolution, en fait, tu n'as aucun bénéfice immédiat et tu n'en auras pas par rapport à ta santé parce que c'est beaucoup plus long à se mettre en place, les dopamines chutent et tu vas recommencer. Donc là, c'est Eros. Je me fie qu'à la motivation de faire quelque chose. De je commence à courir par exemple parce que je veux faire du sport. On va renforcer ça par Thanatos, la peur de la mort, qui est une motivation beaucoup plus, on va dire, stable dans la durée. En effet, je vais te donner un exemple encore une fois parlant par rapport à l'évolution. Tu seras beaucoup plus efficace en termes de vitesse de course si un tigre te poursuit, plus que si ta femme préhistorique t'attend dans la caverne pour faire des câlins. Parce que, encore une fois, ta survie est en jeu dans le premier cas, non pas dans le second. Donc naturellement, si tu viens toi trouver à ton niveau des solutions pour singer, imiter, engrammer en toi cette peur de la mort par rapport à ta course, parce que c'est ta volonté première ici par rapport à ce podcast-là, tu vas davantage augmenter ta motivation. Pour ça, j'en parle dans mon livre, il me semble, j'ai mis en place un tableau. Un tableau que j'ai appelé le tableau de futurisation, je crois, neurodosal, il me semble. Dosal, c'est pour dopamine, ocytocine, sérotonine. Donc les 3 principaux neurotransmetteurs en lien avec la motivation. Dopamine, c'est je veux obtenir quelque chose, une récompense. Sérotonine, c'est je veux obtenir un statut dans la tribu. Et ocytocine, c'est je veux être justement dans la tribu. Le côté vraiment relation, échange. Donc dans ce tableau, simplement, j'avais plusieurs cases, il me semble, avec court, moyen, long terme, en positif et en négatif. Donc par exemple, pour toi, tu pourrais le prendre pour te dire, ok, pour le positif, à court terme, au niveau de la récompense, donc dopamine, qu'est-ce que ça m'apporterait? Au niveau de la reconnaissance, donc sérotonine, qu'est-ce que ça m'apporterait? Au niveau après du lien social, qu'est-ce que ça m'apporterait pour l'ocytocine? Pareil pour le moyen terme, pareil pour le long terme. Donc là, c'est le côté positif. Tu recommences le même travail au niveau négatif. Qu'est-ce que ça m'ôterait de ne pas passer à l'action maintenant en termes de récompense? Qu'est-ce que ça m'ôterait également en termes de reconnaissance? Par exemple, je pourrais décevoir une partenaire de course. Qu'est-ce que ça m'ôterait également au niveau de l'ego? Donc la sérotonine cette fois-ci. Même conséquence à moyen terme, même conséquence à long terme. Et le but du long terme, c'est d'aller très loin. Potentiellement, à ton niveau, tu finirais obèse, malade, en mauvaise santé, etc. Par exemple, moi, si je prends le cas de la musculation, qui est un cas qui me parle parce que j'en fais depuis des années, le côté négatif, c'est peut-être potentiellement, je ne pourrais plus porter mes fils. Je n'oserais plus me dévêtir quand je vais à la plage. Je potentiellement n'aurais pas la force de sauver un de mes enfants qui tombe quelque part. Là, c'est le côté vraiment négatif de chez négatif. Pour engrammer, pour singer, on va dire, cette notion de peur de la mort, si importante pour maintenir la motivation de la durée. Donc c'est pour ça, effectivement, que je parle de ces 2 leviers de la motivation,
dans mon livre en lien avec la productivité et avec la fixation des objectifs. Ouais. Ça, c'est vraiment en lien avec tout ce qu'on a dit au début et tout ça, en fait, la fixation d'objectifs, et après, tu cherches tes motivations. En fait, le fait de faire ce tableau, ça te motive à aller de l'avant et à vraiment passer à l'action. Ça, je trouve ça vraiment super. Complètement, oui. Après, l'idée, c'est de le relire régulièrement. Ouais, pour s'en rappeler. Mm. Ok, bon, bah, en tout cas, merci beaucoup pour ce podcast. Là, on arrive sur la fin. Est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on pourrait te retrouver? Est-ce que tu veux, il y a des choses que tu n'as pas abordées, que tu aimerais bien aborder? Moi, je vous dis juste un truc, j'ai le livre, ton livre juste à côté, qui est Ouais, justement, merci. si vous voulez l'acheter, je mettrai le lien dans la description. Le cerveau n'est pas programmé pour être productif. Voilà, je te laisse la parole. Des éléments que j'aimerais aborder, c'est une très bonne question que je n'ai pas abordée précédemment. Non, je reviens à cette notion d'écoute qui pour moi est juste essentielle. Écoutez-vous. Et même moi qui le prêche, parfois je déroge la règle et je me blesse, comme c'est mon cas actuellement. Hein. J'ai un rendez-vous juste après pour une règle du genou. Parce que durant les vacances, j'ai fait 10 séries de pistol squat jusqu'à l'échec. Chose que j'aurais pas dû faire. Hein. Je me suis déchiré le mollet et blessé au genou. Mais bon, c'est comme ça. Parfois, on apprend également de ses erreurs et des fois, on n'apprend pas. Donc là, ça m'a renforcé dans ma conviction de m'écouter davantage. Mais vraiment, c'est écoutez-vous un maximum. Et pour autant, ne vous ménagez pas. Parce que s'écouter, parfois, peut être la porte ouverte à je fais rien ou j'en fais moins. Non, c'est s'écouter dans l'intensité. Et où me retrouver, je dirais principalement YouTube maintenant, c'est un de mes principaux canaux de communication. Je vais bientôt atteindre les 10 000 abonnés. Et pour les gens qui seraient sur LinkedIn, ce qui n'est pas la majorité des personnes malheureusement, je suis également très actif sur ce réseau-là. Beaucoup plus que sur Instagram où je n'y mets jamais les pieds quasiment. Ok, Donc du voilà. coup, Jérémy Coron sur tous les réseaux sociaux. Oui, tapez sur Internet Jérémy Coron, vous me trouverez forcément. Je suis assez Ok. bien référencé par rapport à ça. Est-ce que tu as des œuvres à conseiller, peut-être des gens à écouter sur YouTube, des documentaires à à l'audience, juste pour finir là-dessus? Euh, je vais citer forcément mes amis et proches, hein, Pierre Dufraisse, David Nicolas. Je ne peux que vous enjoindre à écouter ou à lire. David a sorti son livre récemment. D'ailleurs, j'ai pas Ouais. mon livre, mais j'ai le sien qui est juste là. Hop, La routine des audacieux, qui est un très bon livre que David m'a fait le plaisir de m'offrir. La marque Féroce, dont j'ai parlé précédemment. Le travail de ma compagne, et si jamais le sommeil vous intéresse, Aurélie Montin, qui parle beaucoup de sommeil parce que c'est son domaine d'expertise. Et après toi, potentiellement, en tant qu'invité, si jamais tu en recherches, je ne peux que te conseiller Julien Lepage, comme invité notamment sur le sujet de tout ce qui est triathlon, Ironman et tout. Julien qui a plus de 40 ans, qui a un physique juste monumental et qui, je pense, court presque un marathon tous les jours, façon de parler, et qui est juste bluffant par rapport à ça. Donc vraiment, grosse recommandation, Julien Lepage. Et son compte Instagram, c'est Purple Belt Kitchen, parce qu'il est également, il était à l'époque ceinture violette en JJB, maintenant il est ceinture noire. Et c'est une personne vraiment que je ne peux que vous recommander. Ok, bon bah super, merci beaucoup pour cet échange. Si vous voulez Merci à retrouver toi. Jérémy, si vous voulez retrouver Jérémy, je vous laisse tous les liens dans la description. Puis on se retrouve pour un prochain épisode. Salut à tous. Au revoir.